Je pense que c'est bon. Merci, Dr Yengui, pour cet excellent cas clinique qui a été largement discuté. J'appelle Dr Leïla Boussofara de l'équipe de Mahdia pour présenter son cas. Merci, bonsoir. Allez, c'est bon, c'est bon. Donc bonsoir, je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité pour présenter ce cas clinique. En fait, c'est un cas clinique qui revêt un aspect, c'est pas l'épidémie chronique, c'est beaucoup plus le versant aigu des pneumopathies infiltrantes diffuses. Donc il s'agit d'une femme de 20 ans, elle est étudiante, elle n'a pas d'antécédents particuliers. Elle rapporte une asthénie avec une toux sèche, une dyspnée d'effort qui évolue depuis environ un mois. Elle a des polyarthralgies de type inflammatoire, des grosses et des petites articulations, avec une apparition récente depuis 3 jours d'œdème des membres inférieurs. À l'examen, donc, on retrouve une patiente qui est eupnéique, une saturation à 98, un état hémodynamique stable, elle est à fébrile à 38,9, avec des râles crépitants, une matité à la base droite. Elle a des œdèmes des membres inférieurs de type rénal, avec une protéinurie, une hématurie 3 croix. Alors, à la radiographie thoracique, donc présence d'une cardiomégalie avec un syndrome de condensation alvéolaire basal droit, avec un comblement du cul de sac homolatéral. Alors, dans le cadre de cette pleuropneumopathie fébrile chez une femme qui présente une symptomatologie respiratoire, mais qui est associée à des signes extra-respiratoires, donc on a réalisé des examens complémentaires. Bon, à la biologie, elle a une petite note d'insuffisance rénale avec une gazométrie qui est correcte. Concernant la présence d'une cardiomégalie, donc on a fait un bilan cardiaque. À l'ECG, elle avait une tachycardie sinusale avec absence de trouble de la repolarisation. La cinétique des troponines était négative et à l'échographie cardiaque, elle avait une dysfonction du ventricule gauche et une augmentation des pressions de remplissage du ventricule gauche, un épanchement péricardique circonférentiel non compressif avec absence d'hypertension artérielle pulmonaire. Pour l'insuffisance rénale, une échographie a été faite, elle est sans anomalie. Et pour les polyarthralgies, donc une échographie articulaire a été réalisée avec une arthrite des 2 chevilles et une synovite des mains. Donc il s'agit d'un tableau d'une pleuropneumopathie fébrile associée à un épanchement péricardique, à des œdèmes des membres inférieurs et une insuffisance rénale dans un contexte d'hématurie et de protéinurie. Il s'agit donc d'un syndrome pneumo-rénal. Donc notre conduite à tenir immédiate chez cette patiente, étant donné qu'elle a un tableau de pleuropneumopathie fébrile, le contexte infectieux reste probable. Néanmoins, une pathologie sous-jacente, en l'occurrence une maladie de système, n'est pas formellement éliminée. Donc la conduite immédiate a été de mettre la patiente sous double antibiothérapie, des diurétiques, la réhydratation et entamer immédiatement un bilan étiologique à la recherche d'une éventuelle donc, maladie de système ou connectivite associée. Bon, l'évolution a été faite par la patiente, elle est apéritique au bout de 48 heures environ, mais il y avait une aggravation de la dyspnée avec apparition de quelques crachats hématoïques, une saturation à 95, donc il y avait une petite note de désaturation, un état hémodynamique qui reste stable, une tachycardie sinusale avec des râles crépitants, cette fois-ci qui étaient bilatéraux. À la biologie, donc, on note une déglobulisation avec une hémoglobine à 7,4 par rapport à l'état d'entrée, elle avait donc une hémoglobine à 8, environ 9. Et à la radiographie thoracique, on avait donc une accentuation du syndrome alvéolaire qui était devenu beaucoup plus bilatéral sur la radiographie thoracique. Donc on a complété par un scanner thoracique pour mieux dresser un bilan lésionnel des atteintes pulmonaires. Alors au scanner thoracique, il y avait de multiples condensations alvéolaires, bilatérales et diffuses, qui étaient plus marquées au niveau des lobes inférieurs. Elles étaient confluentes par endroits. Elles étaient entourées par des zones d'hyperdensité en verre dépoli, en rapport
très probablement avec un tableau d'hémorragie intra-alvéolaire. Donc, ceci sont les clichés. Donc, on coupe sagittale. Donc, l'association hémoptysie, anémie, hypoxémie, opacité infiltrante diffuse à l'imagerie. Donc, c'est le diagnostic le plus probable, c'est une hémorragie intra-alvéolaire. Notre conduite à tenir immédiate était donc bien sûr de mettre la patiente sous oxygénothérapie, de démarrer immédiatement une corticothérapie à base de solumédrol à la dose de 0,8 mg kg jour, qui a été relayée par prénisone à la dose de 40 mg par jour. Une transfusion sanguine étant donné que c'est une anémie qui est mal tolérée, la patiente était hypoxique. On a arrêté les diurétiques et on a maintenu néanmoins l'antibiothérapie. Donc, devant cette association très évocatrice d'une hémorragie intra-alvéolaire, donc l'association d'une atteinte rénale au tableau radioclinique d'une hémorragie intra-alvéolaire est très suggestif d'une pathologie systémique, donc en l'occurrence une vascularite ou bien une connectivite. Il faut savoir que l'hémoptysie, elle est rarement abondante au cours de l'hémorragie intra-alvéolaire, avec donc il est rare qu'il y ait donc un retentissement hémodynamique. C'est essentiellement la perturbation de l'hématose qui fait toute la gravité du tableau clinique d'une hémorragie intra-alvéolaire. Alors, dans le cadre du bilan étiologique de cette hémorragie intra-alvéolaire, bien sûr, on a fait un bilan immunologique étant donné que la première suspicion, c'était une maladie de système. Donc, on avait des ANCA négatifs, des anticorps antinucléaires positifs avec un taux à 1 sur 640, aspect homogène et moucheté, des anticorps anti-SSA positifs, des anticorps anti-RO52 positifs, des anticorps anti-histone positifs et des anticorps antinucléosomes qui étaient aussi positifs. Il y avait une consommation du complément avec baisse des compléments C3 et C4, un test de Coombs direct qui était positif. Et il y avait donc un syndrome inflammatoire biologique avec une hypoalbuminémie, une hypergammaglobulinémie polyclonale. Il y avait aussi une protéinurie de 24 heures qui était positive, fortement positive à 1,2. Le lavage bronchiolo-alvéolaire n'a pas pu être fait dans ce tableau clinique étant donné que la patiente était hypoxique, il y avait une déglobulisation, donc il y avait un risque d'aggravation de son état respiratoire. Et donc le lavage bronchiolo-alvéolaire n'a pas été fait, mais s'il aurait été fait, normalement le lavage va donc confirmer le diagnostic d'hémorragie intra-alvéolaire en montrant, étant donné qu'on est en phase active, un liquide qui va être donc hémorragique. Samahni, docteur Mouzaffar, je t'interromps puisque c'est interactif. Est-ce que, merci pour ce bocage, je sais que tu n'as pas terminé, et on sait que l'hémorragie alvéolaire peut être d'étiologies diverses. Vous avez bien sûr évoqué le diagnostic le plus probable. Je demande si mes amis internistes veulent bien interpréter le bilan étiologique, immunologique afin de nous éclairer avant de passer à d'autres explorations. Je suis une femme dans la salle, docteur Abdallah, docteur Tfadal. سامحني يا دكتور عبد الإله. تفضل. Après je te donne la parole. Ça a été demandé, surtout devant un tableau d'hémorragie alvéolaire chez un jeune d'installation brutale. Donc le goût de pasteur premier. J'ai pas bien entendu ce. Les anticorps anti-Robrin-Balzac. Est-ce que vous l'avez demandé? Non, ça n'a pas été fait. On a des tableaux. On a vécu des tableaux d'hémorragie alvéolaire, c'est des gens avec un syndrome pneumorénal, d'installation brutale, avec des évolutions souvent fatales. Bon, ça n'a pas été fait dans ce cas. Parce que c'est en fait ça qui confirme le diagnostic du syndrome pneumorénal, justement. Moi, j'avais compris que c'était positif, que vous alliez parler de ça, effectivement. En fait, pour le syndrome pneumorénal, certes, c'est les anticorps qui les confirment, mais on a une patiente qui a une symptomatologie rénale associée à une symptomatologie respiratoire. Donc, ça reste un syndrome pneumorénal. Certes, il n'est pas confirmé par les anticorps, mais bon. Peut-être qu'il y a un manque de réactifs à l'hôpital, je suppose, certainement. Oui. Certainement. J'allais le dire, mais bon, on a un problème
ça aurait été bien de les avoir, Voilà, on aurait voilà. eu le diagnostic. En fait. Parce que les prélèvements ne sont pas faits sur place à l'hôpital, à notre hôpital. C'est des prélèvements qui doivent être acheminés à un monastère et parfois il n'y a pas le réactif. Voilà, les patients n'ont pas les moyens de faire le bilan, donc c'est pour cette raison que ça n'a pas été c'est un fait. anticorps qui est obligatoire face à une hémorragie alvéolaire. Quand on fait le panel des étiologies, on est obligé de. Mais vu que même s'il n'y a pas trop d'arguments en faveur, et encore a fortiori. Mais vu là. que le tableau était très typique donc d'une maladie, en l'occurrence, dans ce cas, le lupus, le lupus, donc voilà. Docteur Abdallah. En fait, il y a un DOT immunodot pour justement le syndrome pneumorénal qui associe les deux en cas MPO-PR3 et l'antimembrane basale glomérulaire. C'est un DOT d'urgence dont le résultat est prêt dans les quarts d'heure. Donc c'est un test qui n'est pas très cher. Certes, il peut être faussement positif, mais dans ce cas, c'est pas très grave. C'est-à-dire que s'il est positif, on va continuer le bilan immunologique, mais ça va tout de suite attirer l'attention sur la possibilité d'une vascularite. Donc c'est un DOT d'urgence. Elle s'appelle troponine immuno. Donc c'est vraiment tout à fait comme les troponines. Le concept, c'est fait pour les situations d'urgence. Donc il est disponible en général dans les labos d'immuno parce qu'il n'est pas très cher. C'est un DOT anti-ANCA et MBG. Et puis chez cette patiente, vous n'avez pas parlé de l'anti-DNA. Vous avez une fluorescence homogène, donc il faut faire l'anti-DNA quand on a des antinucléaires. En plus, si vous pensez à un lupus, il faut faire l'anti-DNA. Et puis ici, il y a un antinucléosome. Alors c'est dans les lupus au début de la maladie, on peut avoir de l'antinucléosome sans anti-DNA chez à peu près 30% des patients. Donc là, tout de suite, on a un anticorps fortement évocateur de lupus, le SSA, le nucléosome, bon, les histones aussi. Voilà, parce que le tableau était fortement évocateur de lupus, c'est pour cette raison. On ne peut pas savoir, là, parce qu'il arrive en cas d'un aussi une atteinte rénale, une atteinte pulmonaire, donc il faut se méfier. Et puis il manque les phospholipides. Quand on a un lupus, il faut faire rechercher les phospholipides, et quand on a une hémorragie alvéolaire, il faut rechercher les phospholipides. Ça non, d'accord. Et puis aussi, je pense, au départ, bon là c'est un lupus, mais l'urgence c'est de sauver la vie. En fait, peut-être qu'il aurait fallu aussi explorer tout ce qui est infectieux. Parce qu'il y a des bactéries, il y a aussi des virus qui entraînent des hémorragies alvéolaires et l'antibiothérapie spécifique à ces germes ne doit souffrir d'aucun retard. Probablement que là, il fallait inclure dans vos examens étiologiques. En fait, j'allais le dire, mais l'enquête bactériologique, elle était négative, microbiologique. Donc vraiment spécifique. Il faudrait cibler des germes qui ne sont pas courants. Hein, c'est pas uniquement le CBC et les recherches standards. Est-ce que la salle voudrait intervenir? Fatal. Alors, merci beaucoup. Certes, le syndrome pneumorénal est là, mais est-ce que vous avez éliminé une myocardite? Votre malade a une tachycardie sinusale, des troponines de points à 400 et quelques. Chez une patiente lupique, ça sent la myocardite. Y a-t-il eu une IRM cardiaque? On n'a pas fait d'IRM cardiaque, bon, c'était pas disponible, mais avec les cardiologues, on a jugé que c'était pas la myocardite a été éliminée, d'autant plus que on va le voir que sous traitement, elle s'est améliorée. Bon, j'anticipe un tout petit peu, mais vu l'évolution, en fait, c'était un contexte d'urgence et l'évolutivité, ça s'est pas fait sur une semaine ou 10 jours, ça s'est fait réellement sur 3 ou 4 jours avec une évolution qui était assez favorable. Donc c'est pour cette raison que initialement, certes on l'a évoqué la myocardite, mais bon ça a été, on a pris la décision avec les cardiologues, donc ça n'a pas été retenu comme diagnostic malgré que les troponines étaient élevées. Donc si on reprend les critères, donc vous l'avez bien compris, c'est le diagnostic retenu, c'est un lupus. Donc si on reprend les critères ACR 2019, donc on voit que cette patiente, elle a, bien sûr ces critères ne s'appliquent que si le taux d'anticorps antinucléaires est positif et le score doit être supérieur à 10 pour pouvoir retenir le diagnostic.
Donc cette patiente, elle a un épanchement pleural et un épanchement péricardique. Elle a une protéinurie qui est positive. Elle a elle a une consommation du C3 et du C4. Donc ça fait un total de 13. Donc le diagnostic de lupus, il est très probable. Donc chez cette patiente, étant donné qu'on retient le diagnostic de lupus, elle était proposée pour une biopsie rénale qui doit se faire pour pouvoir classer donc l'atteinte rénale et pour pouvoir donc décider du traitement que doit bénéficier la patiente. Donc la biopsie rénale, elle a confirmé, je m'excuse, donc la biopsie rénale a confirmé l'atteinte lupique, donc c'est une glomérulonéphrite lupique diffuse grade 4. Donc la patiente a été mise sous MMF, donc 1 gramme x 2 par jour, avec plaquenil, donc corticothérapie à la dose de 20 mg par jour, et l'évolution a été vraiment favorable dès sa mise sous traitement, avec presque une normalisation de la radiographie thoracique, une diminution très importante de l'épanchement péricardique, de l'épanchement pleural, et donc une évolution favorable. Actuellement, on a un recul de 6 mois pour cette patiente. Donc au total, le diagnostic d'hémorragie alvéolaire, il repose sur un faisceau d'arguments. C'est la dyspnée, c'est l'hémoptysie. Bon, l'hémoptysie, elle est rare dans la majorité des cas, c'est généralement des crachats striés de sang et dans un contexte d'anémie aiguë ou de déglobulisation. Cette symptomatologie respiratoire, elle est associée à des opacités infiltrantes bilatérales de type alvéolaire et à une hypoxémie donc par retentissement sur l'hématose. Le lavage bronchulo-alvéolaire revêt une importance dans le diagnostic positif des hémorragies intra-alvéolaires lorsqu'il peut être réalisé. Et donc les étiologies des hémorragies intra-alvéolaires sont multiples, elles peuvent être immunes ou non immunes, avec donc une démarche diagnostique qui reste toujours complexe. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte d'urgence, de gravité du tableau respiratoire, et donc dans certaines situations, on peut certains examens complémentaires peuvent ne pas être faits à temps. Alors, donc dernière diapositive. Donc devant une hémorragie intra-alvéolaire, soit la cause, elle est évidente, et bien sûr, dans un contexte de vascularite ou de connectivite, donc cette hémorragie, elle est rapportée à cette pathologie. En l'absence d'une cause évidente, donc c'est toute la difficulté de dresser un bilan étiologique, toujours je le rappelle, dans ce contexte d'urgence, avec un examen clinique, la biologie, avec tout le bilan immunologique, la protéinurie, etc. Et éventuellement donc l'échographie cardiaque, soit on isole une cause non immune, donc on va traiter, on va avoir donc le traitement étiologique, comme l'a dit Dr Zender, ça peut être une cause par exemple infectieuse, soit c'est une cause immune, donc dans ce contexte on va avoir une atteinte extra-respiratoire, telle que l'atteinte rénale, cutanée, ORL ou neurologique, et on peut faire la biopsie correspondante, ou bien donc on va pas avoir une orientation pour le diagnostic étiologique, et bien sûr on va peut-être opter pour une biopsie pulmonaire si l'état clinique du patient ou de la patiente le permet. Donc c'est un cas d'hémorragie intra-alvéolaire, ça rapporte un tout petit peu la gravité du tableau, l'urgence du tableau. Peut-être ça ne suscite pas beaucoup de discussions, étant donné que le diagnostic il est assez évident par rapport au PID chronique. Est-ce que c'est une PI, c'est une UIP? Donc là c'est un diagnostic qui est assez évident, typique d'une hémorragie intra-alvéolaire chez une femme donc qui a été qui présente un lupus. Et voilà. Merci. Merci beaucoup, Dr Boussofara. C'était une très belle observation. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à rajouter? Un commentaire, les experts? Merci beaucoup. On lève la séance et on remercie tous les orateurs. Merci beaucoup.